Donc, nous allons parler toute la matinée de autisme et inclusion. Donc, mon introduction, vous allez voir, c'est simple, c'est le plan. L'inclusion, de quoi on va parler? L'autisme, quand même, quelques petits rappels. Et c'est quoi un Padlet? Parce que pendant toute ma présentation, je vais vous dire, c'est sur le Padlet. Donc, le plan, ça va être ça. L'inclusion, c'est quoi? Ça concerne qui? Où? Pourquoi? Et comment? Donc l'inclusion, c'est un vaste sujet et je n'ai pas la prétention au cours de cet exposé de vous faire une explication complète et exhaustive. Par contre, j'ai un peu la prétention quand même que vous repartiez avec les idées plus claires sur ce concept d'inclusion, que vous ayez pris le temps d'y réfléchir, de vous questionner, peut-être même d'avoir des idées qui émergent, et pourquoi pas co-construire ensemble de nouveaux projets pour une société plus inclusive. Et donc, comme c'est un colloque inclusif, il y aura des témoignages tout au long de ma présentation. Autisme, petit rappel. L'autisme, ça concerne 1% de la population, une personne sur 100. Les études, même plus récentes, disent 1 sur 80. Ça touche toutes les catégories sociales, partout dans le monde. On retrouve toujours ce pourcentage de 1%. Ça concerne plus les garçons que les filles, plutôt 3 garçons pour une fille, mais avec une probabilité quand même qu'on sous-diagnostique les filles parce qu'elles sont plus invisibles. Et peut-être que du coup, ce ratio, c'est pas vraiment 3 pour 1. C'est pas lié à l'éducation, hein, l'autisme. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde maintenant. C'est un trouble du neurodéveloppement. On ne connaît pas bien les causes. C'est un mélange de causes, c'est plurifactoriel, génétique, environnemental. Mais aujourd'hui, personne n'a la prétention de vous dire qu'il connaît réellement les causes. On a identifié une centaine de gènes, peut-être même plus maintenant, qui peuvent être responsables d'un facteur de risque d'autisme. Par contre, les facteurs environnementaux, on ne les connaît pas bien. Et donc là, je vous ai marqué la cohorte Marianne parce que au Centre Source Autisme, ils vont participer à cette cohorte. Si vous êtes maman, que vous avez un enfant porteur d'autisme et que vous avez un projet de grossesse ou que vous êtes en début de grossesse, vous pouvez participer à cette cohorte parce que dans cette étude, on va rechercher justement tous les facteurs environnementaux qui pourraient faire qu'il y aurait de l'autisme qui apparaissent, en sachant que le Centre Source Autisme s'engage, parce que du coup, c'est un suivi pendant 6 ans, pendant la grossesse et jusqu'aux 6 ans de l'enfant, que si jamais cet enfant à naître était porteur d'autisme, le Centre Source Autisme s'engage à faire tout pour qu'il ait des soins précoces. Le docteur Rosier, qui sera là cet après-midi et qui est le coordonnateur du Centre Source Autisme, vous en parlera, je pense. Donc on cherche. Et bien sûr, l'autisme, c'est à tous les âges de la vie, c'est-à-dire que l'autisme, c'est pas que les enfants de 3 à 6 ans. Ensuite, ça devient des enfants plus grands, puis des adolescents, puis des jeunes adultes, puis des adultes moins jeunes, jusqu'au vieillissement. Alors là, les chiffres du vieillissement de l'autisme, on ne connaît pas bien. Je ne suis pas sûre que ce soit les personnes qui envahissent nos maisons de retraite parce que je pense que l'espérance de vie dans l'autisme est plus basse que dans la norme. Donc la définition de l'autisme, c'est un trouble de la communication sociale. Il y a des comportements et des intérêts qui sont restreints et répétitifs, et il y a des particularités sensorielles. Ça, c'est les mots-clés. Communication sociale, comportement, intérêt répétitif, particularité sensorielle. Un peu plus loin dans ma présentation, je vais développer ça. En fait, le diagnostic pour parler d'autisme, c'est TSA, trouble du spectre de l'autisme. La notion de spectre, c'est pour faire référence un peu au spectre de la lumière. La lumière blanche, quand elle passe dans un spectre, on obtient l'arc-en-ciel, on obtient toutes les couleurs. Dans l'autisme, c'est la même chose. Il y a toutes les couleurs. Chaque personne est unique. Et donc, il y a une base commune de fonctionnement à toutes les personnes avec autisme, mais elles sont toutes différentes. Et du coup, ce spectre, il ne faut pas en avoir une vision linéaire. On est toujours en train de me dire, mais quand même, docteur Paquet, il y a bien les autismes légers, les autismes qui sont plus lourds, etc. C'est plus compliqué que ça. Il ne faut pas vous imaginer une ligne. Il faut plutôt vous imaginer une forme qui aurait de multiples facettes. Ça serait plutôt ça.
Et donc, il n'y a plus de catégories, parce que peut-être vous entendez encore parler du syndrome d'Asperger, de l'autisme typique, de l'autisme atypique, etc. Ça n'existe plus, on ne l'utilise plus, parce que quand on faisait des catégories, on se rendait compte que les gens qui étaient dans les catégories, elles étaient toutes différentes. Donc maintenant, on dit TSA. Alors, la notion de visible-invisible, c'est peut-être les catégories qu'on peut faire si ça vous arrange pour penser. Effectivement, il y a des autismes qui se voient et il y a des autismes qui ne se voient pas. Mais je dirais que pour la même personne, selon l'endroit et le moment de la journée, ça peut se voir ou ça peut ne pas se voir chez la même personne. Le mot neurodiversité, c'est important à l'avoir en tête pour comprendre ce qu'est l'autisme. Si je vous dis biodiversité, ça vous parle. La biodiversité, c'est tout ce qui représente les êtres vivants sur notre planète, que ce soit des animaux ou des plantes ou d'autres organismes. Et la neurodiversité, c'est pareil. Ça veut dire que notre cerveau, selon les personnes, il a plein de façons de fonctionner différentes. Et ça, vous le savez en fait. C'est-à-dire que parmi vous, il y en a qui sont doués pour les langues, d'autres qui sont doués pour le sport, doués pour l'art, doués pour les maths, etc. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. On n'a pas exactement tous le même cerveau. Les personnes avec autisme, c'est ça. C'est un fonctionnement différent de leur cerveau, du coup, un style cognitif différent, une façon différente de concevoir et de percevoir le monde. L'autisme, ce n'est pas une maladie, ça ne se guérit pas. Quand on est porteur d'autisme, on est porteur d'autisme. Et les premiers signes apparaissent toujours avant 3 ans. C'est pour ça qu'on dit que c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc ce qu'il faut avoir en tête et qui est quand même très important, c'est que dans l'autisme, on apprend toute sa vie. Et donc on progresse toute sa vie. Donc c'est important d'avoir des prises en charge pour continuer à progresser. Il n'y a pas de régression dans l'autisme, à moins qu'il y ait un arrêt total de toutes les prises en charge, des grands bouleversements dans la vie de la personne. Et ça, j'ai envie de dire, comme toute personne. Comme il y a une diversité des autismes, il y a une diversité des besoins, et donc il y a une diversité des prises en charge proposées, et une diversité des structures et des dispositifs proposés. Il n'y a pas de prise en charge unique, idéale. Si un jour vous croisez quelqu'un qui vous dit « c'est moi qui ai la bonne méthode et c'est juste la mienne », vous devez partir en courant. Dans l'autisme, la qualité de vie est vraiment altérée. Ce sont des personnes qui ont un vécu de souffrance, de rejet, d'humiliation et d'exclusion. Et ça, quand on est professionnel, on en a tous des récits plein la tête. Donc, autisme et inclusion de qualité, ça veut dire amélioration de la qualité de vie. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, c'est quoi un Padlet ? Un Padlet, c'est une interface sur Internet sur laquelle vous pouvez vous connecter pour avoir de l'information. Du coup, je vous ai fait une capture d'écran pour vous montrer tout ce qu'il y a sur notre Padlet. Donc là, c'est pour remercier tous nos partenaires. Vous avez les présentations de l'année dernière, on va mettre celles de cette année, toutes les plaquettes du Centre Source Autisme, d'autres plaquettes de services, des plaquettes de services avec MDPH, de la documentation sur l'autisme, scolarité, sport, emploi, les troubles 10 et tout un tas de liens vidéo. Donc, je vous invite à aller sur notre Padlet. Vous trouverez le lien du Padlet sur le site internet de Formautisme si jamais un jour vous l'avez perdu et que vous le cherchez. Il suffira d'aller sur ce site internet de Formautisme. Et dans la salle, il y a des QR codes affichés un peu partout. C'est noté que c'est le Padlet. Donc vous flashez le QR code et vous tombez dessus directement. Donc ça, c'est le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va commencer par l'inclusion, c'est quoi ? Parce que finalement, l'inclusion, on entend beaucoup parler, on en parle beaucoup, mais sait-on vraiment ce que c'est ? Par le passé, on parlait plutôt du terme d'intégration, et puis peu à peu, ça a glissé vers le mot inclusion, et ça, c'est probablement en lien avec les lois inclusion, notamment la loi de 2005. Sur Internet, souvent, pour distinguer intégration de inclusion, on trouve ce schéma, avec la notion d'intégration qui serait que les individus peuvent venir faire partie du système à la condition de rejoindre la norme, en tout cas de s'y approcher au plus près. Bref, de surmonter leurs différences. C'est donc aux individus différents de s'adapter à un système dit normal. L'inclusion,
Eh bien, dans l'inclusion, dans ce concept, il n'y a plus de catégorie de personnes avec handicap, sans handicap, dans la norme, hors norme. Il n'y a plus cette dualité. Dans une société inclusive, la diversité, c'est la norme. Et tout individu a une place, tous les sujets ont les mêmes droits, et chaque personne de la société est à la fois sujet et acteur de la société. Et c'est pour ça que j'ai marqué que c'est une société dans laquelle, bien sûr, on peut vivre, mais c'est plus que vivre. Ça veut dire qu'on a le droit d'exister. On a le droit d'exister parce que la société nous permet d'émettre des choix, des idées. On a le droit d'avoir des désirs. On est dans une société inclusive, on ne fait pas que satisfaire des besoins primaires d'une personne. C'est au-delà de ça. Et dans une société inclusive, eh bien, c'est l'environnement qui change aussi et qui est pensé et conçu dès le départ accessible à tous. Alors, je vais vous lire, j'essaie de vous résumer la pensée d'un anthropologue qui s'appelle Monsieur Gardou, qui est anthropologue à Lyon et ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur la société inclusive. Dans une société inclusive, le cercle de la normalité réservé à certains affiliés n'existe plus. Il n'y a plus ni vie majuscule, ni vie minuscule. On ne peut plus être exclu. Ce n'est plus à la personne avec handicap de s'adapter, d'être réparée, normalisée, mais à l'environnement de changer, évoluer pour devenir accessible à tous. L'inclusion, c'est aller au-delà de l'aménagement de l'environnement pour les personnes ayant des besoins, voir directement des environnements pour tous. Dans une société inclusive, la diversité des identités recouvre le handicap, mais aussi le genre, l'âge, la classe sociale, l'origine culturelle. L'inclusion concerne tous les membres de la société. Les membres de cette société inclusive ont le droit de vivre, mais aussi d'exister, c'est-à-dire que leurs besoins sont pris en compte, mais également leurs désirs. Ils sont tous sujets et acteurs de cette société. Pour M. Gardou, vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. Une société est inclusive lorsqu'elle module son fonctionnement. Elle se flexibilise pour offrir des solutions pour tous, au sein d'un espace commun. L'inclusion est un challenge sociétal à mener ensemble, à tous les niveaux. La participation de tous est nécessaire. Pour cela, porter un regard ouvert et bienveillant vers les personnes différentes de nous, combattre les préjugés, aller au-delà des apparences, apprendre à connaître l'autre, se remettre en question, est primordial. Et pour finir, il paraît important de garder en tête que ce qui est indispensable pour certains pour vivre l'inclusion est souvent bénéfique à tous. Et du coup, moi, il ne me plaisait pas le petit schéma que je vous ai montré. Parce que l'inclusion, c'était censé être le cercle de gauche, là. Mais moi, quand je vois ce cercle, je vois bien qu'il n'y a que 2 couleurs. Et que du coup, il y a 2 couleurs différentes. Et déjà, ça ne va pas. On est dans cette dualité, alors qu'on vient de dire qu'il n'y en avait plus. Alors, je me suis permis de dessiner l'autre cercle, pour dire qu'on était tous différents et que c'est ça la diversité. Et je me suis interrogée beaucoup, mais je n'ai pas encore trouvé la réponse sur aujourd'hui, on en est où? Est-ce qu'on est dans le cercle de l'intégration? Est-ce qu'on est dans ce cercle de gauche ou est-ce qu'on est dans ce cercle de droite? Je vous laisse réfléchir. L'inclusion, qui est concernée? On vient de le dire, tout le monde. Hein. Donc les familles, les personnes avec autisme, les professionnels et tous les citoyens. Donc l'inclusion qui est concernée, les personnes avec autisme, je veux que ce soit bien clair pour vous, c'est toutes les formes d'autisme, même les formes invisibles. Les formes invisibles, les personnes avec autisme, elles sont épuisées, elles sont fatiguées, elles ont vraiment besoin d'un environnement qui est pensé pour eux. Et puis, l'inclusion, ça ne concerne pas que les enfants à l'école. L'inclusion, c'est à tous les âges de la vie, comme M. Dupont vous l'a expliqué tout à l'heure. Concernant les professionnels, eh bien, ça concerne tous les professionnels, en fait, dans tous les champs, les soins, l'école, l'emploi, les loisirs, le sport, puis bien sûr tous nos représentants de l'État, que ce soit du ministère, à la région, au département, nos collectivités locales. Et c'est important que tous ces professionnels puissent être sensibilisés et formés. Tous les citoyens, ça on vient de le dire, finalement, on a tous un rôle à jouer dans notre quotidien, tous un aller vers
Voilà, arrêter de se voiler la face, oser aller vers les gens, aller parler avec eux, surtout quand on voit qu'ils vont pas bien, être toujours bienveillant. Et bien sûr, les familles. Donc là, je vais commencer par vous passer un témoignage audio, et puis je reprendrai la parole après. Il faut monter le son. Il fait des crises. Je vais vous le remettre au début. Bonjour, je m'appelle Colombe, j'ai 15 ans, j'ai 2 frères, je suis l'aîné et mon petit frère de 9 ans est porteur d'autisme. Il fait des crises, il crie, il répète beaucoup de fois la même question, il a des tics. Des fois, il comprend pas les choses, il a beaucoup trop de questions dans sa tête, mais malgré tout ça, il est très très intelligent et il a une mémoire incroyable. Il parle beaucoup, il est souvent avec les autres et il essaye beaucoup de s'intégrer. Il n'est pas mal élevé, pour moi, il n'est pas différent des autres, il est comme tout le monde, il a le droit d'avoir les mêmes droits, il n'a pas à être jugé, il n'a pas chose d'être comme ça en fait. Et pour moi, l'inclusion, ça veut dire le mettre avec tout le monde. C'est une personne comme tout le monde qui devrait être avec tout le monde. Quand on se promène et qu'il bouge ou qu'il crie, les regards des gens, ils sont pas bienveillants envers lui et mes parents. C'est très rare les regards agréables ou bienveillants. Un jour, par exemple, il y a une dame qui avait une réflexion à ma mère dans un ascenseur parce que mon frère, apparemment, était mal élevé. Et mes parents, ils prennent énormément de remarques comme ça. En CM2 aussi, un élève de ma classe, il est venu me voir et il m'a dit que mon frère était débile. Et je peux pas supporter ça, du coup je lui ai mis un coup de poing. Je pense pas qu'on puisse dire que mon frère il est différent, mal élevé, débile, incapable et que sa vie elle est résumée à être jugée toute sa vie. J'ai déjà viré énormément de personnes de ma vie parce qu'elle disait trop souvent en fait que mon frère était débile, bizarre, pas normal. Quand je vois une personne avec un handicap et qui se fait embêter ou moquer, je vais voir les personnes et je vais leur demander pourquoi elles font ça. Parce que souvent, elles savent même pas, savent pas pourquoi elles font ça et j'ai besoin de comprendre en fait. Dans mon lycée, j'entends beaucoup l'insulte, espèce d'autiste, sale autiste. Et souvent, les personnes, elles savent même pas ce que c'est une personne autiste. Et parfois, elles le disent sans raison ou elles le disent parce que quelqu'un fait le bête ou le débile. Et du coup, en fait, c'est un énorme manque de respect de dire ça. Mon frère, il adore aller à l'école. Il a une AVS et dans son ancienne école, ça se passait très très mal parce que la maîtresse ne l'aimait pas. Elle le mettait dehors quand elle en avait marre. Elle le mettait dehors avec son AVS et du coup, mon frère, il ne voulait plus à l'école. Il voulait plus aller à l'école. Et il aimait plus ça. Mais maintenant, à l'école, donc dans une nouvelle école, il a des copains et il le laisse pas seul. Il est pas exclu, mais je saurais pas dire s'il est inclus. Il fait du sport dans un cours spécifique pour TSA. Mais je pense que si on l'emmenait dans un club, on pourrait pas s'en occuper. En fait, ils diraient qu'ils peuvent pas s'en occuper et que c'est pas possible de le gérer. Quand t'as un frère autiste et que tu invites quelqu'un à la maison, tu dois expliquer avant que ton frère il a de l'autisme. Mes parents ils sont beaucoup occupés de lui. Ils étaient beaucoup sur lui. Il a beaucoup eu plus d'attention. Il a beaucoup de rendez-vous depuis très très longtemps. Et mes parents ils n'ont pas eu le temps pour moi ou pour mon frère. Au début, je comprenais pas. J'avais énormément de colère. Parce que, quand t'as des parents qui s'occupent d'une personne, enfin, d'un de tes frères, t'as l'impression que c'est une préférence en soi. Après, j'ai réfléchi, en fait, je me suis renseignée et j'ai compris que, mon frère, il avait besoin de tout ça pour progresser. Et avoir un frère autiste, ça apprend beaucoup de choses et ça m'a appris à être autonome. Ça m'a fait découvrir l'autonomie. Parce que mes parents, ils étaient beaucoup à s'occuper de mon frère autiste et du coup, moi et mon frère, on a dû devenir très autonomes. Il faut avoir beaucoup de patience aussi, parce que quand on vit avec une personne autiste, c'est compliqué, il faut avoir beaucoup de patience, même si le plus souvent c'est compliqué de rester patient. Je suis beaucoup moins en colère qu'avant, mais j'aimerais pouvoir parler plus avec mes parents, qu'ils puissent plus m'emmener facilement à un rendez-vous, et que mon frère, en fait, ses problèmes ne soient pas plus importants que les miens, que ce soit autant important. Avec l'autisme, il y a beaucoup, enfin, la famille, elle est concentrée sur une seule personne souvent, et les autres personnes sont délaissées. Et je sais pas comment les personnes, enfin les familles, enfin les parents qui n'ont pas d'autres familles font, parce qu'il y a beaucoup trop de choses à gérer, je trouve. Mes grands-parents, ils ont beaucoup aidé, parce que ils l'emmènent à des rendez-vous, et grâce à ça, ma mère, elle a pu reprendre le travail. Parce qu'en fait, je trouve ça impossible de travailler s'il y a que les deux parents. Je me suis beaucoup occupée de mon frère aussi, étant petite, pour aider mes parents, et pour parfois essayer de calmer ses crises. Et j'observe beaucoup ses comportements, comment il agit, comment il réagit, les choses qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Je crois que mes parents, ils ont pas eu le temps de m'expliquer l'autisme.
parce que c'est très complexe et compliqué. Et même eux ont du mal, en fait, en soi, parce qu'ils en apprennent tous les jours. Et ils m'ont pas forcément expliqué aussi les problèmes qu'il a rencontrés, les rendez-vous, les choses par rapport à mon frère, enfin, plein de choses. Et après, je me suis dit que c'était peut-être pas mon rôle de savoir ça. Depuis petite, mes parents, ils parlent beaucoup entre eux et j'écoute beaucoup. J'écoute énormément. Je me suis toujours débrouillée comme ça, en entendant. Mais j'aimerais qu'ils me parlent plus de savoir plus que mon frère vit dans la vie quotidienne, en soi. Grâce à mon frère, en soi, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris à être patiente, à être autonome, à être attentive, responsable, observatrice et à gérer certains comportements que d'autres personnes de mon âge ne pourraient pas comprendre ou ne pourraient pas gérer. Et grâce à ça, en fait, grâce à cet autisme que je vis constamment, bah, ça m'a aussi fait découvrir ce que je voulais faire comme métier, c'est-à-dire aider les familles qui vivent la même chose et pouvoir leur donner en fait mon soutien, pouvoir les aider et qu'ils aient de l'aide parce que c'est très compliqué. Voilà. On peut l'applaudir, je crois. Ce témoignage, à chaque fois, moi, je ne sais pas quel effet il vous fait, mais il est fort, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse et d'authenticité dans ce qu'elle dit. Donc, bravo à elle pour cette maturité. Donc voilà, l'inclusion, ça concerne qui? Ça concerne bien sûr les personnes avec autisme, mais ça concerne aussi beaucoup leur famille parce que leur quotidien peut être compliqué. Alors quand on dit famille, on pense souvent aux parents, mais on ne pense pas assez aux frères et sœurs. Donc c'est pour ça que je tenais à vous passer un témoignage d'une sœur. Quand on pense autisme et famille, il faut aussi penser conjoint, parce que les personnes avec autisme, elles grandissent, elles deviennent adultes et elles ont des vies amoureuses. Elles ont des enfants, donc on peut aussi penser à leurs enfants. Et puis la famille au sens large, les grands-parents, les oncles et tantes, etc. Quand il y en a, c'est beaucoup mieux. C'est un vrai soutien. Donc ils vont vivre quand même pas mal de rejets, de refus et de combats, hein. Et du coup d'incompréhension, parce que c'est compliqué. Déjà qu'un parent ne comprend pas pourquoi son enfant a un handicap, finalement. Pourquoi le sien, pourquoi ça tombe sur nous. Souvent les familles, elles pensent ça. Mais si en plus, après, elles rencontrent plein de portes qui se ferment, là, ça multiplie l'incompréhension. Et toute leur vie est rythmée autour des prises en charge. Donc les familles, elles sont fatiguées, en fait. Elles courent partout, à tout plein de rendez-vous. Elles n'ont pas de temps pour elles. Alors, bien sûr, pas le temps de se reposer, mais elles n'ont pas non plus le temps, par exemple, d'aller à des soins pour elles. Ça, c'est régulier que je vois des parents qui me disent vous allez me dire que c'est pas bien, docteur, mais j'ai pas été à mon rendez-vous de ci ou de ça. Et elles négligent leur santé. Elles n'ont pas de temps non plus pour les autres membres de la famille, et notamment les fratries. Et puis, elles n'ont pas vraiment de vie sociale non plus, hein. Il y a clairement une diminution de leurs revenus parce que souvent, il y a un des deux parents qui arrête de travailler. Et ça, c'est quand il y a deux parents, parce que quand il n'y a qu'un parent, eh ben, il ne travaille pas, c'est sûr. Il y a un isolement social. Et du coup, l'inclusion, c'est un vrai bienfait pour la personne avec autisme, mais aussi pour sa famille. La première raison, c'est que déjà, ça apporte un énorme soulagement. Et je crois que les parents ressentent un bien-être vraiment fort quand ils savent que leur enfant est bien là où il est. Mais ça permet l'inclusion pour eux aussi, finalement. Ils peuvent aller travailler, ils peuvent avoir une vie sociale, etc. Donc, quand on accueille une personne avec autisme, on accueille toujours sa famille. L'inclusion, c'est où? Bon, bah, c'était une question bête, hein, c'est partout. Alors, je vous ai mis le dessin, la crèche, les MAM, les haltes garderies, les assistantes maternelles, l'école, le collège, le lycée, l'université, les centres de formation, le centre de loisirs, le périscolaire, l'emploi, bien sûr. Tous les emplois sont possibles dans l'autisme, hein. Bien sûr, ça dépend du profil de la personne, mais comme chez les personnes non autistes, finalement. Le quotidien, faire ses courses, avoir accès au transport, avoir accès aux démarches administratives, avoir accès à un logement. Ça concerne la culture et le sport. Alors pour la culture, c'est dans la culture de la culture que d'être dans l'inclusion, ça a toujours été. Et pour le sport aussi. La culture, ça veut dire pouvoir aller
à des spectacles, à des expositions, etc., ou participer à une activité culturelle, soit même pratiquée. Et dans le sport, c'est comme l'emploi, tous les sports sont possibles et à tous les niveaux. Les soins, quand même, c'est important quand même qu'on soit vigilant à ce que les personnes avec autisme aient accès aux soins. Et puis j'ai marqué la petite maison là-haut parce que l'inclusion, c'est à la maison aussi. Et c'est très important que les familles de personnes avec autisme connaissent et comprennent l'autisme. Et pendant des années, on ne s'est pas occupé de ça. C'est-à-dire qu'on disait, il faut aller à tel soin, il faut aller à tel soin, etc. Mais la majorité du temps, la personne avec autisme, elle est à la maison. Donc c'est les parents qui doivent savoir s'en occuper. C'est à eux qu'il faut donner les outils. Et donc aujourd'hui, on développe des programmes de guidance parentale avec des thèmes spécifiques. Et ça permet que les parents deviennent co-acteurs de la prise en charge. L'inclusion, pourquoi ? Déjà parce que c'est un droit. Les personnes avec autisme, elles ont les mêmes droits d'accès aux structures de la République et à une vie sociale. Il y a des lois pour ça. Le handicap est quand même la première cause de discrimination dans notre pays. On n'a pas à en être fier. Pourquoi on en parle ? Pourquoi on parle de l'autisme et de l'inclusion ? Alors, il y a 430 000 élèves avec une forme d'handicap à l'école, en scolarité de la maternelle au lycée. Alors, pas forcément de l'autisme, mais une forme d'handicap. C'est quand même beaucoup d'élèves. Il faut savoir que plus le niveau scolaire augmente, plus le niveau de déscolarisation augmente. 10% des élèves ayant un handicap n'ont pas de compensation dans le secondaire. J'ai trouvé des chiffres sur le harcèlement scolaire. J'aurais peut-être pas dû chercher. Parce que c'est un peu... voilà, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Le taux de personnes avec autisme qui subiraient du harcèlement scolaire, c'est 40%, contre 10% en population ordinaire. Et dans la moitié des cas, ça va durer plus d'une année, probablement parce que les personnes avec autisme ne le disent pas, ne le racontent pas et ne demandent pas d'aide. Et dans 70% des cas, ça va se produire plusieurs fois. Voilà pourquoi on en parle. L'emploi. C'est important que les personnes avec autisme, elles se sentent participer à la vie de la société, qu'elles se sentent utiles, qu'elles aient des objectifs à atteindre, qu'elles progressent. Mais le taux d'emploi en France des personnes avec autisme est extrêmement bas. On n'a pas les chiffres, en fait. Personne ne sait le dire. Mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des personnes avec autisme qu'on croise, elles n'ont pas un travail, alors qu'elles ont des compétences et qu'elles ont envie de travailler. Le soin. Alors pourquoi on en parle ? Eh bien parce qu'il y a un très mauvais suivi médical des personnes avec autisme. Et du coup, elles ont une plus faible espérance de vie. En fait, pour aller à un soin, il faut faire pas mal de démarches et subir pas mal de choses. Vous êtes plusieurs à m'avoir expliqué ça. Il faut déjà prendre le rendez-vous. Donc le prendre en ligne, c'est quand même plus simple que de le prendre par téléphone. Ensuite, il faut attendre ce rendez-vous. Aller à ce rendez-vous. De nouveau, attendre dans la salle d'attente. On ne sait pas combien de temps, ni quelle va être l'ambiance sensorielle de cette salle d'attente. Pendant le rendez-vous, on va devoir répondre à un tas de questions. Des questions qui vont trop vite et auxquelles on n'a pas le temps de penser pour pouvoir y répondre. Et puis après, il faut qu'on soit examiné cliniquement. On va être touché. Et puis après, on va nous prescrire des examens complémentaires auxquels il va falloir aller et qu'on ne fera jamais. Le quotidien. Le quotidien, l'accès au transport, l'accès au magasin, c'est quand même des environnements sensoriels hyper stressants, lieu de crise, de mal-être, parce qu'il y a de la foule, il y a du bruit, il y a des odeurs, il y a trop de lumière, et puis il y a toujours le regard des autres. Concernant les démarches administratives, alors déjà que les personnes non autistes, on a du mal à comprendre. Les personnes avec autisme, aussi, elles ont du mal à comprendre. Mais c'est surtout que si on a du mal à comprendre, il faut oser demander. Il faut appeler quelqu'un, il faut relancer, il faut oser redemander si on n'a pas compris. Le quotidien, c'est l'accès au logement adapté. Et puis, je vous ai mis la garde d'enfants parce que le handi-sitting, c'est quasi inexistant et ça, c'est un vrai problème parce que les familles, elles ont besoin des temps de garde pour leurs enfants et au-delà des 6 ans de l'enfant, en fait. Elles ont besoin d'avoir du temps pour leurs autres enfants,
pour les emmener à d'autres rendez-vous, etc., ou d'avoir du temps pour elles. Donc ça, c'est vraiment une offre à développer. Alors la phrase, elle est un peu provocante. Il ne serait pas mieux en établissement spécialisé. C'est quand même une phrase qu'on entend régulièrement, hein. Sa place est ailleurs, il faut qu'il aille dans une école spécialisée. Je pense qu'il faut arrêter ce préjugé automatique. Bien sûr que certains ont besoin d'aller dans un établissement spécialisé. Il y en a vraiment certains qui attendent ça avec impatience. Mais pour d'autres, non. Il ne faut absolument pas que cette pensée soit systématique. Tout dépend du profil développemental et du besoin de la personne. Et puis, de toute façon, il faut penser l'inclusion parce que les établissements spécialisés, ils ne sont pas ouverts tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Hein. Et puis, bien sûr, heureusement, les établissements spécialisés, ils ont des missions d'inclusion aussi. Alors, je vous ai marqué qu'ils étaient saturés. Bon. Il y a 250 enfants en liste d'attente d'IME en Seine-Maritime et dans l'Eure. Alors, l'inclusion, pourquoi ? Parce que c'est bénéfique pour la personne avec autisme. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle souffre de l'isolement, du rejet, de harcèlement. Elle souffre de vivre dans une société qui n'est pas adaptée pour eux. Elles souffrent de devoir s'adapter, elles sont épuisées. Il y a une vraie souffrance morale, voire des dépressions. Elles se vivent comme cassées, une version inférieure, une erreur. Je vous assure que quand c'est un enfant de 8 ans qui vous dit ça, qu'il faut aller le mettre à la poubelle parce qu'il est une erreur, c'est dur à entendre. Et donc l'inclusion, c'est thérapeutique parce que ça améliore la qualité de vie et la santé mentale des personnes avec autisme. Il faut savoir que les hospitalisations longues en psychiatrie, la majorité des patients, c'est des patients avec autisme. Elles vont vivre de nombreuses ruptures de parcours parce qu'il n'y a pas de continuité dans nos dispositifs d'inclusion tout au long de la vie, soit parce que ça n'existe pas, soit parce que c'est saturé. Et donc être inclus dans différents lieux, ça permet que quand l'inclusion s'arrête quelque part, elle continue ailleurs. Alors là, c'est un témoignage, mais il faut vraiment mettre le son fort. Réfléchir dans tous les sens, analyser, toujours tout remettre en question, vouloir tout comprendre, tout saisir, comme un arbre d'idées dans la tête. Ne pas pouvoir me reposer sans penser à des tas de choses. Enfiler mon masque, paraître normal, maîtriser mon corps, trouver la bonne expression, le bon ton. Observer, adopter le comportement attendu, comprendre le contexte, m'adapter. Trouver le bon moment pour parler, savoir me taire, anticiper les échanges, les conversations, les rencontres, les sorties. Faire comme si j'étais à l'aise. Apprivoiser la majorité. Redouter les changements, les surprises, la foule, la tempête et les imprévus. Me sentir souvent perdue. Avoir la tête qui tourne comme une toupie. Supporter les contacts. Supporter le bruit qui me blesse. Les voix qui me font mal. Être lourde. Assommée d'informations. Avoir besoin de beaucoup de repos et de solitude pour me ressourcer. Avoir besoin de temps. Aimer l'ordre et le calme, l'odeur d'octobre et de la fleur d'oranger, le thé blanc, la lettre A qui est rouge comme le 5, le soleil d'hiver jaune comme la lettre R, les livres, le dessin, le mardi et les macarons à la framboise. Vouloir m'habiller toujours pareil, porter des salopettes, aimer le rose et la douceur du velours. Ne pas supporter la laine, les coutures et les étiquettes qui grattent. Manger tous les jours la même chose. Oublier de manger. Faire des réserves de têtes de tigre à la vanille et au chocolat, et de pommes toutes petites. Ne pas pouvoir partager un repas. Supporter les odeurs de nourriture qui m'envahissent. Masquer mes difficultés. Étouffer mes maladresses. Faire taire ma différence pour me protéger du rejet. Satisfaire les autres. Répondre aux attentes sociales. Paraître adapté. Jouer la comédie et puis m'écrouler pour de vrai. Mes forces à côté de moi. Contrôler mon cerveau. Rester concentrée, sourire, être épuisée. Être différente, tout en étant pareille. Ne pas savoir me faire des amis. Me sentir seule au milieu des autres, depuis toujours en décalage. Spectatrice. Avoir envie, avoir besoin pourtant. Ne pas savoir comment dire bonjour. Ne pas savoir comment répondre aux questions imprécises et ouvertes comme un désert. Être confuse, maladroite, aimante. Dire les choses comme je les pense.
Ne pas faire de compromis avec la vérité, et les horaires aussi. Aimer apprendre, aimer les rencontres, les échanges, mais pas trop souvent. Et puis avoir peur, de ne pas réussir à faire semblant, de ne plus pouvoir cacher mes empêchements, d'être incomprise, d'être inutile, d'être une erreur, d'être moins humaine que les autres, du temps qui glisse sur moi. Ne pas trouver ma place dans le désordre, être toujours à côté, ne pas être douée pour les choses ordinaires, n'être qu'un point sur une feuille blanche, avec tout ce vide autour. Avoir un handicap invisible et des difficultés palpables, et la peur toute sale, à force d'être traînée avec moi partout. Merci. Donc l'inclusion, parce que c'est bénéfique pour les personnes avec autisme, puisqu'elles peuvent expérimenter de nouvelles choses, découvrir, apprendre et surtout s'épanouir. J'ai marqué le rôle de l'imitation parce que finalement, quand on est dans un groupe où la diversité est la règle, eh ben, on peut s'inspirer d'un peu tout le monde, quoi. Alors que quand on n'est qu'avec des gens qui nous ressemblent, c'est compliqué de progresser. C'est bénéfique donc pour les personnes avec autisme, et c'est bénéfique pour leur famille. Ça, vous avez compris avec l'autre témoignage, que du coup, ça permet leur inclusion à eux aussi. Et puis, bien sûr, le soulagement pour elles et pour tous les membres de la famille. Et puis, c'est bénéfique pour tous, finalement, pour les professionnels qui vont participer à l'inclusion de la personne, mais à l'ensemble du groupe dans lequel va être cette personne. Donc, en fait, c'est bénéfique pour les enfants, les adolescents, les adultes, les professionnels, les citoyens. C'est bénéfique pour tout le monde. Vivre la différence, ça permet de s'enrichir humainement, et puis ça permet d'apprendre à apprécier un autre fonctionnement. On développe de nouvelles compétences, on devient meilleur pédagogue, meilleur soignant, meilleur manager. On développe des nouveaux outils, des nouveaux environnements qui seront utiles à tous. Et puis, on découvre des compétences chez la personne avec autisme qui vont être très utiles au reste du groupe. Les personnes avec autisme, elles nous apprennent l'engagement, la ponctualité, la précision, la franchise. Et puis, parmi eux, il y a quand même beaucoup d'inventeurs, d'artistes, d'informaticiens, de philosophes et des puits de connaissances qui nous entourent et qui sont à l'origine de tout un tas de choses qu'on utilise dans notre quotidien. L'inclusion. Pourquoi est-il important de connaître le fonctionnement d'une personne avec autisme ? Eh bien parce que c'est très lié aux aménagements. Comprendre le fonctionnement permet de comprendre les aménagements. Comme les personnes avec autisme, elles ont à peu près toutes la même base de fonctionnement, il y a des aménagements de base à connaître. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer sur la suite de cette présentation. Toutes les personnes avec autisme ont besoin d'aménagement, même les formes invisibles ou ayant une forte intelligence. Il faut aménager l'environnement. Je vous ai mis une petite vidéo pour ça. Et donc, comprendre le fonctionnement, c'est venir à des colloques comme celui-ci, c'est se former, s'informer, mais c'est surtout aller les rencontrer. C'est eux qui vont vous apprendre, en fait. Ils savent très bien parler d'eux. Il suffit de discuter avec eux et vous allez apprendre beaucoup. Et comprendre, surtout, ça sert d'arrêter d'avoir peur. Parce que quand on ne comprend pas les choses, on a peur. Quand on a peur, on juge. Et quand on juge, on exclut. Donc la base pour arrêter l'exclusion, les jugements et les peurs, c'est de comprendre. L'environnement, c'est important. Poisson dans l'eau. C'est possible. En fait, il faut que je sois claire avec mon employeur. Il faut que je lui dise j'ai besoin de tel environnement de travail, j'ai besoin que ça se passe comme ça. Et il n'y a qu'en me sentant en sécurité dans cet environnement que je vais pouvoir m'épanouir et exploiter toutes mes connaissances, toutes mes compétences, tout mon potentiel. J'ai une image qui me vient assez facilement, c'est-à-dire que le poisson, si vous le mettez sur la table, il s'épanouira pas. Vous le mettez dans l'eau, il exploitera tout son potentiel pour nager. C'est la même chose pour nous. Mettez-nous dans le bon environnement et on fera notre maximum. Je trouvais que la métaphore était très claire. Vous pensez poisson dans l'eau et vous comprenez pourquoi il faut aménager l'environnement de la personne avec autisme pour qu'elle soit épanouie et efficace. Le fonctionnement des personnes avec autisme. Donc les grands axes à retenir qui vont être en lien avec les aménagements. Bien sûr, je ne peux pas vous faire un cours sur l'autisme entier, on n'a pas le temps, mais on va revoir quelques points de fonctionnement. Donc,
Donc là, je vous ai marqué que vous allez trouver plein de documents, des vidéos et des documents sur le Padlet. On va parler de la communication sociale, de l'anxiété, des particularités cognitives et des particularités sensorielles. La communication sociale, c'est comment je m'exprime, comment je comprends et comment j'interagis avec les autres. Les interactions. Les personnes avec autisme n'ont pas le mode d'emploi. C'est ce que vous devez retenir. Elles n'ont pas le mode d'emploi. Elles vont devoir apprendre les habiletés sociales et les codes sociaux comme elles apprendraient une matière scolaire, comme elles apprendraient des maths ou du français. Vous avez compris les codes sociaux parce que quand vous étiez petit, vos parents vous les ont un peu expliqués, mais globalement parce que vous avez baigné dedans. Et implicitement, vous les avez compris. Sauf qu'une personne avec autisme, l'implicite, elle ne comprend pas. Elle a besoin d'apprentissage explicite. C'est pour ça qu'elles ont des prises en charge en habileté sociale. Et elles ont besoin que l'entourage soit un décodeur. Donc quand vous êtes avec une personne avec autisme, régulièrement, vous pouvez lui dire « Est-ce que tu as compris ce qui vient de se passer ? Est-ce que tu veux que je t'explique ?» Donc leur difficulté en habileté sociale, ça explique qu'elles peuvent être maladroites socialement et qu'elles ne comprennent pas de nombreuses situations sociales. Et je vous assure, j'en ai vraiment plein d'exemples et ça touche vraiment des personnes très intelligentes. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Les personnes avec autisme, en fait, elles aiment bien être avec les autres. Elles ont une appétence sociale. Elles apprécient avoir des amis. Elles souffrent d'être exclues et de ne pas être comprises. Mais voilà, j'aimerais que vous retiriez ce stéréotype de votre tête qu'elles sont toujours en retrait et dans leur coin. En fait, elles se mettent à l'écart parce qu'elles ont besoin de pauses. Elles ont besoin de pauses sociales et de pauses sensorielles. Parce qu'il y a beaucoup trop de stimuli autour d'elles et que ça les fatigue beaucoup. Et puis, se mettre à l'écart, ça leur permet d'avoir des comportements d'autorégulation, autostimulation sensorielle parce que c'est apaisant pour elles. Elles en ont besoin. Donc, il faut les laisser faire. Mais comme on leur a dit qu'il ne fallait pas le faire devant les autres, elles se mettent à l'écart. Moi, j'avoue que si une personne se balance à côté de moi, ça ne me dérange pas trop. Le langage. Comment la personne avec autisme s'exprime ? Il y a toutes les formes de langage dans l'autisme. Ça veut dire qu'on va de la personne qui est non-verbale à la personne qui a un langage très soutenu. Une des particularités des personnes avec autisme, c'est qu'elles n'aiment pas bavarder. Parce que le bavardage, c'est un échange qui est purement social, qui est non structuré, qui est fait de banalité. Et pour elles, ça n'a aucun sens. Donc, l'idée, c'est pas de les obliger à venir à la pause café avec le reste de l'équipe, si elles n'en ont pas envie. Une personne avec autisme ne parle pas pour ne rien dire. Quand elle dit quelque chose, c'est qu'il y a vraiment un fondement et une connaissance sur ce sujet-là. En tout cas, ce qui est important à retenir pour les aménagements, c'est que, comme toutes les personnes avec autisme n'ont pas accès au langage, c'est important de leur mettre à disposition un moyen de communication alternatif. Ce qui est surtout important dans le langage, ça va être la diapo suivante, c'est de connaître leurs particularités en compréhension. Une personne avec autisme ne comprend pas l'implicite, le second degré, le langage imagé, les métaphores. Une personne avec autisme comprend l'explicite, elle a une compréhension littérale, ce sont des penseurs visuels. D'où les métaphores, parce que quand vous faites une métaphore avec des images, elle voit tout de suite l'image. Alors, si explicite et implicite, c'est pas clair pour vous, je vais vous expliquer. Explicite, tout est dit. Implicite, il y a un sous-entendu, tout n'est pas dit. Je vous donne un exemple. Un jour, une maman me raconte qu'elle a appris à son petit garçon à éteindre la lumière quand il quitte la pièce. Donc maintenant, quand il quitte la pièce, il éteint la lumière, même s'il y a quelqu'un dans la pièce. Parce que c'était pas dans la consigne. Et en plus, c'était une consigne sociale. Avez-vous l'heure ? Oui. Vous n'avez pas demandé quelle heure il est. Comment as-tu trouvé ce plat ? Dans mon assiette. As-tu des copains ? Non. Et la maman me regarde en me disant « Bah si, t'as plein de copines. » As-tu des copines ? Oui. Est-ce que tu dors bien ? Oui. Bah, enfin, tu dis pas au docteur que tu mets 3 heures à t'endormir ? Ah oui, j'ai du mal à m'endormir. Mais après, je dors bien. L'importance de comment on formule nos questions.
Je comprends au premier degré. Je me suis fendu la gueule, qu'est-ce que tu as dû avoir mal? Avoir des fourmis dans les jambes, un chat dans la gorge, etc. Enfin, c'est des métaphores qui peuvent faire peur finalement. Le second degré. Les personnes avec autisme, elles ont du mal à comprendre l'humour, les blagues. Donc il faut continuer à en faire, hein, mais il faut leur dire, c'est une blague. Et puis il faut expliquer, parce qu'on n'est pas toujours très drôle en fait. Et puis elles, par contre, elles peuvent faire de l'humour. Hein. C'est pas parce qu'on ne comprend pas les blagues des autres qu'on n'en fait pas. Papa, où es-tu? Je suis dans un bar, dans un café si tu préfères. Donc les particularités de compréhension, il faut les connaître parce qu'en fait, il faut adapter sa façon à nous de communiquer. Et bien souvent, on ne parle pas très bien. Il faut être plus précis dans notre façon de dire ou demander les choses. L'anxiété. Eh ben, il faut retenir que les personnes avec autisme sont très, très anxieuses. Elles n'aiment pas les imprévus, les changements et les nouveautés parce que ça les stresse énormément. Elles n'aiment pas les transitions parce que ça veut dire arrêter l'activité qu'on est en train de faire, qu'on n'a pas fini peut-être, et on ne sait pas ce qui va se passer après. Et elles ont une anxiété de performance, ça veut dire qu'elles sont hyper perfectionnistes. C'est des personnes qui ne sont pas dans la nuance. Quand elles font quelque chose, elles veulent être dans le top du top. Il y a un jeune ado qui nous a dit, en gros, il avait une marge d'erreur de 0,1%. Donc c'est important de connaître ce qui va apaiser les personnes avec autisme. Et en gros, les mots en rouge, c'est ce que vous devez retenir. Ce qui va les apaiser, c'est ce qui est prévisible, visible et le sensoriel. Prévisible, elles adorent connaître le déroulé parce qu'elles ont eu des informations, soit orales, soit parce qu'elles ont un planning visuel, avoir des routines parce que ça se répète toujours de la même façon, comme d'habitude. Et puis avoir les informations en amont, nous on doit y penser, ça veut dire on donne notre photo, la photo du lieu au travail, la photo des professionnels. Visible, ça veut dire qu'il faut aménager l'environnement, le structurer, parce que ça permet de donner des informations claires à la fois sur l'espace, les lieux, et sur le temps. Donc pour aménager et structurer les lieux, on va utiliser des photos, des pictos, des supports visuels, des marquages, et pour le temps, on va utiliser des timers, comme le mien là. Ou des sabliers. Et bien sûr, du coup, ce qui va apaiser les personnes avec autisme, prévisible, visible, et le sensoriel qui est apaisant pour elles. Et pour terminer, elles ont des particularités cognitives. Elles manquent de flexibilité mentale, elles sont un peu rigides. Ça veut dire que quand elles partent avec une idée en tête, elles ont du mal à construire un plan B si jamais ça ne marche pas. Elles ont du mal à se réajuster si finalement elles n'y arrivent pas. Elles manquent de nuances. Pour elles, la règle, c'est la règle. Donc quand vous leur donnez une règle, elles vont l'appliquer pile poil. Mais ça peut manquer de ça peut manquer de flexibilité et être un peu trop rigide parce qu'elles n'ont pas de nuances et qu'elles doivent apprendre ça. Elles ont du mal à s'organiser, à planifier les choses. C'est pour ça que c'est important de les aider à les décomposer. Elles ont une attention aux détails. Donc ça, c'est important d'épurer l'environnement. Elles peuvent avoir du mal à faire des choix. Et elles ont du mal à généraliser un apprentissage, une compétence. Ça veut dire que si un enfant apprend quelque chose à la maison, peut-être qu'il ne sait pas le faire à l'école. Et puis peut-être que s'il apprend à faire quelque chose à l'école, en fait, il ne sait pas le faire à la maison. Et du coup, ça donne parfois un discours un peu de sourd comme ça entre la famille et l'école. On finit par ne pas croire l'autre. Mais si je vous dis qu'il sait compter jusqu'à 100 à la maison, mais enfin, il ne compte pas jusqu'à 2, etc. Mais si je vous dis qu'il est propre à l'école, mais je vous dis qu'il n'est pas propre à la maison, en fait, tout le monde a raison. C'est juste que l'enfant, il n'a pas généralisé ses apprentissages. Les particularités sensorielles. Quels sens connaissez-vous? Alors bien sûr, vous connaissez les 5 sens principaux. Odorat, toucher, goût, ouïe et vue. Il y a aussi le sens de la douleur, le sens de la température qu'on appelle la thermoception, la proprioception qui est la capacité à savoir où est son corps dans l'espace. Par exemple, quand vous êtes assis à un bureau, sans voir vos jambes, vous savez comment elles sont placées. Est-ce que les pieds sont placés sur le sol? Est-ce que les jambes sont croisées, etc. Alors que vous ne voyez pas votre corps. Donc c'est le sens de savoir où est son corps dans l'espace. Le sens vestibulaire, c'est le sens de l'équilibre et du mouvement. Et puis aussi tous les autres ressentis et besoins corporels, ressentir la faim, la soif, le sommeil. Eh bien, tous ces sens peuvent être touchés dans l'autisme.
soit en hypo, soit en hyper. En hypo, ça veut dire qu'on ne le ressent pas, ou pas beaucoup, et en hyper, ça veut dire qu'on le ressent trop. Et parfois, c'est une gêne, mais parfois, ça va jusqu'à la douleur. La personne avec autisme, elle peut dire « ça me fait mal ». Moi, j'ai toujours l'exemple de ce jeune adulte qui disait à sa maman, quand elle lui demandait « mais pourquoi, en fait, j'ai jamais pu te faire de câlin ?» C'était au moment du diagnostic, il avait 19 ans. Et en fait, il a répondu, parce que je crois qu'on ne lui avait jamais posé la question, il a répondu « mais parce que ça me fait mal. Quand on me touche, c'est pire que si je tombais dans les orties. » Je pense qu'une fois que... Enfin, sa maman l'a compris du coup, mais elle avait une grosse culpabilité par rapport à ça. Et alors du coup, ces particularités sensorielles, ça peut faire que ça va générer de la fatigue, du stress, de l'épuisement, voire une fuite de la personne de l'environnement qui n'est pas supportable, son isolement, ou ça peut générer des comportements problèmes avec une personne qui monte en stress et qui commence à s'agiter. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le sensoriel, ça peut être apaisant. Il faut respecter ces temps d'autostimulation qui sont des comportements d'autorégulation. Je vous ai mis plein de vidéos qui expliquent les particularités sensorielles sur le Padlet. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapo sur les particularités sensorielles, quand on fait connaissance avec une personne avec autisme qu'on va accueillir sur notre lieu à nous de travail ou d'inclusion pour elle, il faut savoir ce qui va la stresser et la fatiguer sur le plan sensoriel et il faut savoir ce qui va l'apaiser. Ensuite, il faut l'observer pour réévaluer parce que peut-être qu'on va découvrir des nouvelles choses qu'on ne connaissait pas. Il faut mettre à disposition une pièce calme dans laquelle elle peut aller s'apaiser, se réguler. Et puis, il faut généralement investir dans du matériel sensoriel adapté. Je vous remets un autre témoignage audio. Quotidien et besoin de prévisibilité. Il procède toujours de la même façon pour s'habiller le matin, d'abord la chaussette droite, puis la gauche, etc. Il a toujours les clés dans la même poche, ses pierres dans l'autre. Il prend son café toujours dans la même tasse et avec la même cuillère. Si quelque chose se passe mal dans la journée, il va retracer toute sa journée afin de voir ce qu'il aurait pu oublier de faire, ou encore, il peut ajouter une routine à sa journée si quelque chose de positif est arrivé. Il doit savoir à l'avance comment va être organisée la journée. Les surprises sont donc parfois difficiles à mettre en place car oui, il n'aime pas ne pas savoir à quoi s'attendre et ça le stresse. Il n'est pas toujours évident de devoir s'adapter à ses routines et de devoir être prévisible car cela amène parfois un sentiment de contrainte pour ma part. Aujourd'hui, grâce à la communication, nous arrivons à trouver plus facilement des solutions en essayant de dédramatiser des situations qui pourraient être problématiques. Il est perfectionniste, comme de nombreuses personnes, mais lui, quand il s'attaque à quelque chose, il doit aller jusqu'au bout, sinon il ne se sentira pas bien. S'il n'avait pas réussi à tout faire, cela pouvait lui provoquer un stress, un énervement, ou bien d'oublier de manger et de dormir. Il a une hypersensibilité auditive, visuelle et olfactive. Il a besoin de calme lorsqu'il rentre à la maison pour pouvoir se ressourcer, car il va ressentir un épuisement physique et psychologique. Certains soirs, je sens qu'il a besoin d'être au calme lorsque la journée a été trop intense au niveau de la gestion des informations, des interactions. Il monte donc se reposer dans la chambre et revient quand il semble apaisé. Il est déjà arrivé qu'un épisode de stress lui provoque une migraine au point que je sois obligée d'aller le récupérer dans la voiture et de l'aider à aller dans notre chambre pour se reposer. Il était tellement stressé de savoir si ce qu'il avait proposé dans son travail avait satisfait tout le monde qu'il avait eu le cerveau en ébullition. Cela m'a demandé un peu de temps afin de m'adapter à son rythme et de comprendre ses besoins, d'essayer de rentrer dans sa bulle pour l'aider au mieux. Il y a eu des jours avec et des jours sans, et il y en aura encore. Car oui, parfois, j'ai aussi besoin de souffler et qu'il est difficile de devoir s'adapter au quotidien. Oui, la vie d'un aidant n'est pas facile car cela demande du temps, de la délicatesse, mais aujourd'hui je suis devenue une personne plus à l'écoute,
plus calme et bienveillante. Vivre avec un ASPI demande une adaptation, mais c'est le cas dans toutes les relations. Chacun a ses spécificités avec lesquelles il faut composer. C'est cela être en couple. Au-delà des sentiments amoureux, j'ai beaucoup d'admiration pour mon mari. Cela demande une grande intelligence et une faculté d'adaptation exceptionnelle au quotidien pour se fondre dans un moule qui n'est pas fait pour soi. Je ne crois pas que les gens réalisent la force que cela demande d'être au plus bas mentalement, mais de quand même se lever tous les matins et de se battre contre soi-même pour fonctionner normalement. Merci. Alors, l'inclusion, comment? On va reprendre un peu tous les lieux qu'on a cités tout à l'heure sur cette diapo. Et je vais faire un petit tour des dispositifs qui existent pour favoriser l'inclusion, mais qui ne sont pas en lien avec la MDPH. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un lourd dossier à faire pour y avoir accès. Vous retrouverez toutes les plaquettes et ressources sur le Padlet, et la majorité des professionnels que je vais citer sont sur les stands. Pour la petite enfance, il faut savoir que les crèches ont des places fléchées pour enfants en situation de handicap. Alors, pas toutes les crèches, mais un certain nombre de crèches. Et j'ai été étonnée et agréablement surprise de voir qu'en tapant dans le moteur de recherche crèche et place pour enfants avec handicap, de trouver tout de suite l'annuaire en Seine-Maritime, par exemple. En 2019, créé sur certaines crèches avec un financement CAF. En 2019, le complément libre choix mode de garde que vous connaissez tous si vous avez des enfants de moins de 6 ans et que vous les faites garder, est valorisé de 30% si l'enfant a une reconnaissance MDPH et perçoit une aide financière qu'on appelle l'AEH. En 2021, il y a eu la création de postes de référent santé crèche qui doivent passer dans les crèches au moins 10 heures par an minimum pour favoriser l'inclusion des enfants présentant des maladies chroniques ou un handicap. Donc ça, c'est plutôt les dispositifs nouveaux. Et puis, je voulais quand même vous parler des maisons vertes qu'a créé Françoise Dolto, qu'on appelle aujourd'hui des LAEP, des lieux accueil enfants-parents, parce que ça existe depuis à peu près mon âge. Ça fait longtemps. Le siècle dernier. Ça concerne les enfants de 0 à 6 ans. C'est un lieu d'accueil parents-enfants, donc c'est pas un lieu de garde, on ne peut pas laisser ses enfants, mais c'est un lieu où beaucoup de jeux sont mis à disposition, et il y a des professionnels qui sont présents. Et le but, c'est que les enfants puissent jouer, que les familles puissent se rencontrer entre familles, et qu'elles puissent aussi échanger avec des professionnels. C'est un lieu de soutien à la parentalité. C'est totalement gratuit, c'est totalement confidentiel, c'est totalement sans rendez-vous. Il y en a plusieurs sur l'agglomération de Rouen. Si vous tapez LAEP Seine-Maritime ou Eure, vous allez trouver la liste. Pour nous, ici à Ouessel, elle est à Saint-Étienne-du-Rouvray et elle s'appelle Interlude. Concernant l'inclusion non scolaire, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle le pôle ressources handicap. Ils auront un stand ce midi. Vous n'avez pas pu les voir ce matin, ils n'étaient pas là, mais entre 12 et 14 heures, ils seront là. Donc eux, leur rôle, c'est d'accompagner les familles dans l'inclusion non scolaire des enfants et des grands ados, puisque c'est de 0 à 20 ans, et d'accompagner les structures aussi, de sensibiliser les professionnels et d'aider à la mise en place des adaptations. Donc sur leurs flyers, vous recherchez un mode de garde, une solution de répit pour souffler, du temps pour des activités, un accueil de loisirs, votre enfant souhaite pratiquer un sport, une activité artistique, votre adolescent souhaite s'engager dans un projet jeune, contactez-nous. Ils sont assez dynamiques et ils sont aussi là pour faire remonter les difficultés de terrain. Sur le Padlet, on vous a mis un guide qui s'appelle Autisme et loisirs et qui explique comment accueillir en loisirs des enfants et des adolescents avec autisme. Le guide est vraiment bien fait. Le sport. Donc pour le sport, je vais vous passer plusieurs diapos. La Fédération française de sport adapté Normandie propose plein de choses très intéressantes. Ils n'ont pas pu tenir un stand aujourd'hui, donc ils nous ont fait une petite vidéo et je vous ai mis toutes les plaquettes de tout ce qu'ils proposent sur le Padlet. Ils peuvent proposer du suivi individuel à domicile, 1 heure par semaine, pour du répit, du sport santé et
favoriser l'inclusion, c'est-à-dire que parfois on commence en individuel pour ensuite aller vers du groupe. C'est 1 euro, parce qu'il y a des financements. Ils ont aussi des centres sportifs adaptés jeunes, où pendant les vacances scolaires régulièrement, donc la moitié des vacances de chaque vacances scolaires, ils proposent des activités sportives, éducatives et culturelles. Les centres sont à Aymar et à Canteleu, c'est à peu près 10 € la journée. Et c'est aussi en inclusion parce que c'est associé à un centre de loisirs lambda, on va dire. Ils font aussi des interventions à la carte si on les interpelle auprès de nos structures pour intervenir et proposer du sport. Et puis, ils ont des référents par sport, ils mènent des actions de formation, ils ont des journées multisports, enfin, ils sont très dynamiques. Et je voulais citer quand même qu'en 2021, il y a eu la création d'une commission nationale, autisme, sport adapté, qui est là pour réfléchir, mettre en place des outils, mettre en place des formations, et qui a aussi fait un guide. Donc, il y a un guide sport et autisme que je vous ai aussi mis sur le Padlet. On va écouter leur petite vidéo. La Ligue Sport Adapté Normandie a pour but de permettre à toute personne, enfant et ou adulte, en situation de handicap mental, psychique et ou ayant des troubles de l'autisme, de pratiquer une activité sportive de son choix et adaptée à ses capacités. Les personnes avec autisme peuvent avoir des difficultés dans les interactions sociales, dans la communication ou encore avoir des particularités sensorielles, des difficultés motrices, pouvant alors amener un accès difficile à la pratique sportive. Pourtant, si elle est adaptée, la pratique d'une activité sportive peut amener beaucoup de bénéfices à ces personnes avec autisme. C'est pour cela que la Ligue Sport Adapté Normandie propose différentes missions en lien avec le sport adapté jeune, notamment des suivis individuels sportifs et aussi des centres sportifs adaptés où l'enfant est mis en mixité dans un centre de loisirs pendant les vacances scolaires. L'enjeu social de notre projet, c'est vraiment de développer l'accès aux loisirs des enfants et adolescents en situation de handicap mental, psychique, ayant des troubles du comportement ou encore des troubles du spectre de l'autisme, tout en favorisant l'inclusion de ces enfants dans les centres de loisirs dits ordinaires. Voilà, je vous laisserai les contacter, ils sont très dynamiques. Pour continuer sur le sport, il y a la commission départementale sport et handicap 76 avec sport et autisme, en particulier 76. Vous tenez un stand, vous êtes là? Oui, là-bas au fond. Donc leur rôle, c'est d'agir auprès des professionnels pour les sensibiliser, les accompagner, labelliser aussi des éducateurs sportifs et des clubs de sport. Donc ça, c'est une action qui est menée depuis maintenant, ça fait peut-être pas loin de 10 ans, en collaboration avec le Centre Source Autisme, où beaucoup de clubs de sport ont été sensibilisés à l'autisme. Et donc, il y a un annuaire qui est créé, que les familles peuvent regarder. Je vous ai mis le lien, vous pourrez aller cliquer dessus. Et puis là, dans la dernière newsletter du Centre Source Autisme, j'ai vu qu'il y avait sport et autisme, oui, c'est possible, capsule vidéo, témoignages, etc. Donc, je vous ai mis le lien YouTube, il est très sympa ce reportage. Monsieur Bizet, vous êtes là? Oui, aussi au fond. Donc, au fond, vous avez tout le sport. Donc, c'est pareil, sport et autisme, handicap en milieu rural. C'est la déclinaison sur Dieppe. Je voulais vous parler du judo aussi. Vous êtes là, au fond. Salut. La Ligue Normandie de judo a créé un module national judo et autisme pour former tous les professeurs de judo qui le souhaitent à la connaissance de l'autisme et pour pouvoir accueillir ce public à tous les âges de la vie et ouvrir des cours soit dédiés, soit en inclusion. C'est pareil, toutes les informations sur le Padlet et sur leur stand. Je voulais vous parler vite fait également de Passion Sport, qui est un organisme de formation. Vous êtes là aussi? Oui, bonjour. Voilà, il y a une nouvelle formation inclusive qui ouvre en septembre 2023. Donc, si vous êtes
une personne avec autisme et que vous souhaitez devenir éducateur sportif à l'activité physique pour tous, eh bien, cette formation, elle est à destination de tous et ouverte à tous. Donc, les personnes en situation de handicap peuvent la suivre. Et vous avez auparavant, je crois, une autre formation qui était sur les activités équestres, qui est également une formation qui existe toujours, hein, mais je dis avant parce que je crois qu'elle a été créée avant, en inclusion, c'est-à-dire que les personnes porteuses de handicap peuvent venir se former. La culture. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la culture de base, c'est toujours pensé de façon inclusive. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Il y a un pôle ressources Normandie avec l'association GIHP, donc c'est une association nationale, mais il y a une antenne normande. Je vous ai mis le lien, il y a plein d'informations dessus. Au niveau de l'art, on a une association qui s'appelle La Source, qui est aussi une association nationale, mais qui a un lieu sur Petit Cuvis qui propose des ateliers artistiques pour les personnes avec autisme ou leurs familles, les parents, les frères et sœurs. L'atelier est à 1 €, c'est un financement CAF. Il y a les séances de cinéma qu'on appelle ciné-relax ou cinéma différence, qui sont des séances spécifiques destinées aux personnes porteuses de handicap, où elles peuvent venir regarder une séance de cinéma en tout confort et en toute liberté. Ça veut dire le confort que la lumière, que les sons vont être adaptés, et en liberté, ça veut dire que peut-être elles vont pousser des cris, peut-être elles vont se lever, peut-être elles vont bouger. Et ça tombe bien parce que là-bas, c'est autorisé. C'est 1 fois par mois au cinéma Gaumont-Grand-Quevilly. Et c'est bien sûr ouvert à tous. Ce n'est pas réservé aux personnes porteuses de handicap, on peut tous y aller. J'ai cité Handisup aussi parce qu'il propose régulièrement des sorties culturelles à tous les jeunes qui le suivent. Je vais vous parler d'Handisup après, pour favoriser la vie sociale étudiante. Et les personnes qui ne sont pas porteuses de handicap sont également invitées à ces sorties étudiantes. Alors la santé, vous avez compris, c'est un sujet que j'ai à cœur, parce que je suis vraiment peinée de voir que les personnes avec autisme n'ont pas de soins. Alors, il y a une plateforme qui a ouvert au centre hospitalier universitaire de Rouen, le CHU, qui s'appelle HandiConsult. Donc, je vous ai mis les coordonnées mail et téléphone de l'infirmière coordinatrice qui s'appelle Madame Pouet, quelqu'un d'extrêmement bienveillant et investi. Donc, le but de HandiConsult, c'est de favoriser l'accès à des consultations ou à des examens complémentaires. Au CHU, il y a des consultations qui sont déjà fléchées personnes en situation de handicap, par exemple la gynécologie, ophtalmo et IRL dentaire, ou par exemple le médecin gynécologue sait que le rendez-vous va se faire en plusieurs rendez-vous et qu'on ne va pas examiner la personne dès le premier rendez-vous. Et puis il y a toutes les autres consultations qui n'ont pas de consultation dédiée, mais en tout cas, HandiConsult va faire en sorte que cette consultation se passe bien dès la prise de rendez-vous jusqu'à l'attente en salle d'attente, pendant la consultation et après la consultation. Donc voilà, vous pouvez les contacter. Sur le plan scolaire, je voulais vous parler des 2 nouveaux dispositifs qui ont été créés récemment. Les enseignants référents TSA, il y en a un par département, et les EMAS, les équipes mobiles d'appui à la scolarisation. Vous êtes là? Vous êtes où? Là. Bonjour. Ils nous ont fait une petite vidéo que je vais vous passer. Alors la demande, là, ce n'est pas la famille qui peut la faire, c'est les professionnels de l'éducation nationale qui vont solliciter l'EMAS pour avoir de l'information sur l'autisme, des bases de ressources documentaires, venir sensibiliser l'équipe, sensibiliser les autres élèves et accompagner éventuellement certaines situations avec observation, analyse des besoins et proposition d'aménagement. Les enseignants référents font la même chose. Les enseignants référents, ils sont 1 par département, donc ils sont un peu débordés. Et ils agissent de la maternelle au lycée. Les EMAS interviennent au collège et au lycée. Bien sûr, à l'école, il y a des infirmiers, des médecins scolaires, enfin, pas partout. Ils sont là pour favoriser la mise en place des PAP, les plans d'accueil personnalisés avec les aménagements, et puis bien sûr, permettre des aménagements d'examen. Les personnes avec autisme, elles ont besoin d'une pièce au calme, elles ont besoin d'un tiers-temps, parfois elles ont besoin d'un lecteur qui va leur reformuler les consignes. Et c'est toujours accepté. Et puis, on a bien sûr un enseignant référent au Centre Source Autisme qui est là aussi pour accompagner et former des équipes.
Pour enchaîner, on va parler des études supérieures. Donc, Handisup, vous êtes où? Ah, bonjour. Handisup, leur rôle, c'est d'accompagner les lycéens, les étudiants et les jeunes diplômés en situation de handicap pour poursuivre des études dans l'enseignement supérieur, construire un projet professionnel réaliste et avoir un emploi qui correspond à son niveau de compétence. Handisup, c'est normand. C'est une belle réussite normande. On a la chance d'avoir Handisup sur notre territoire. C'est 400 jeunes qui sont accompagnés en Haute-Normandie tous les ans. Ils peuvent intervenir dès le lycée, dès la classe de première, pour construire ce projet professionnel jusqu'à l'insertion professionnelle. Ils mènent bien sûr des actions de formation auprès des enseignants, des employeurs. Ils ont de nombreux partenariats avec de nombreux employeurs et ils font régulièrement des forums diplômés employeurs. Un autre dispositif pour les études supérieures, c'est ASPI Friendly. Ça, c'est un programme national pour l'inclusion universitaire des personnes avec autisme. Notre référent sur l'université de Rouen, c'est M. Brun. Ils ont les mêmes missions d'accompagner les étudiants, les enseignants, les conseillers en insertion professionnelle et les employeurs. Je ne connaissais pas leur site internet, donc pour le colloque, j'ai été le voir. Franchement, allez-y, il est plein de ressources, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants ou pour les employeurs. Et maintenant, l'emploi. Alors, quand on recherche un emploi, quand on est demandeur d'emploi et qu'on est porteur d'autisme, il y a 2 organismes qu'on peut solliciter. Il y a Cap Emploi. Donc, les référents Cap Emploi, en fait, ils se trouvent dans les pôles emploi. Ce sont des employés du pôle emploi, mais qui sont spécialisés dans les personnes en situation de handicap. Et il y a des référents qui sont spécialisés dans l'autisme. Et puis, il y a l'AGFIP, qui est un organisme qui est financé par, vous savez, une entreprise, elle doit toujours employer un nombre de personnes minimum porteuses d'un handicap, et quand elle ne le fait pas, elle paye une amende. Et ces amendes, elles servent à financer l'AGFIP. Et donc l'AGFIP et Cap Emploi ont à peu près les mêmes missions, c'est d'améliorer l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et l'AGFIP peut apporter des solutions financières. Il faut monter le son, je pense. Du Cap Emploi, on va favoriser en effet l'arrivée sur le marché du travail des personnes autistes, l'arrivée en entreprise des personnes autistes, et on va permettre aux employeurs d'avoir toutes les informations utiles et nécessaires pour bien prendre en compte les problématiques de communication qu'ils peuvent avoir à un moment donné avec ces personnes, et puis assurer, on va dire, la sensibilisation de l'ensemble des équipes de travail. N'ayez pas peur de recruter des personnes autistes. On est là pour vous accompagner et elles sont là pour démontrer tout leur potentiel. Nous proposons des services et des aides financières aux personnes en situation de handicap et aux entreprises. Aux personnes handicapées, nous proposons des solutions ciblées et personnalisées tout au long de leur parcours d'insertion vers l'emploi, notamment pour s'orienter, se former, obtenir un contrat de travail ou même créer une entreprise. Nous soutenons également les salariés devenus handicapés ou dont le handicap évolue, afin qu'ils puissent continuer à travailler et évoluer. Pour eux, nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de compenser leur handicap. Des solutions simples, comme par exemple prendre en charge le coût d'un taxi pour une personne ayant des difficultés à se déplacer, jusqu'à l'aménagement d'un camion pour permettre au chauffeur ayant perdu l'usage d'une main de conserver son emploi. Nous conseillons et accompagnons les entreprises, quelle que soit leur taille, pour inclure le handicap dans leur politique de ressources humaines. Lors de rendez-vous personnalisés ou dans le cadre du réseau des référents handicap, nous construisons avec elles des actions concrètes. Nous mettons également à leur disposition des guides, des vidéos, un jeu pour sensibiliser leurs équipes au sujet emploi-handicap et leur proposons aussi des actions de communication clés en main pour valoriser leur engagement. Pour les acteurs de la formation, la ressource handicap formation propose soutien et conseils pour mieux prendre en compte le handicap en formation. Pour continuer sur l'emploi, il y a également une autre association normande qui s'appelle Aramis, qui existe depuis maintenant plusieurs années et qui est là pour accompagner les entreprises dans l'insertion professionnelle des jeunes et pour avoir des actions conseils auprès des jeunes. Ils ont régulièrement des journées ateliers découvertes métiers. Et ils ont créé un centre régional ressources, handicap et professions. Je voulais juste citer le ministère des Armées parce qu'en 2018, c'est le premier ministère qui s'est engagé à recruter des personnes avec autisme.
Et donc, c'est un partenariat entre le ministère de la Défense, l'Université de Lyon et une association autisme. Il recrute les personnes avec autisme dans l'informatique, le numérique, l'exploitation des images satellitaires et la cyberdéfense. En fait, le milieu militaire, c'est plutôt un milieu qui correspond bien aux personnes avec autisme parce que c'est un environnement extrêmement structuré et qu'on attend d'elles d'être engagées et de donner des réponses très structurées également. Et un petit mot sur les ESAT. Alors, les ESAT, c'est sur notification MDPH. C'est ce qu'on appelle l'emploi en milieu protégé. Les ESAT accompagnent aussi vers l'insertion professionnelle, mais surtout, les ESAT deviennent de plus hors les murs. Et là, il y a un projet de loi en cours pour davantage créer des passerelles pour qu'une personne puisse à la fois être employée dans un ESAT et à la fois en milieu ordinaire, et cumuler ces deux emplois. Je pense qu'il faut monter le son. Je m'appelle Florentin Letellier, je suis archiviste au lycée Saint-François Évreux. Florentin a des horaires adaptés, une journée par semaine. Un petit point pour aujourd'hui. Madame Stein lui fait régulièrement des points d'étape dans la journée pour lui permettre de se retrouver dans son travail. Florentin est autiste Asperger. Il est archiviste. Je n'ai jamais considéré le syndrome Asperger comme une identité, mais comme un style cognitif. L'archiviste, c'est conserver des documents anciens dans un but comptable, administratif et historique. Transmettre et permettre au lycée de connaître son passé pour se projeter dans l'avenir. Florentin, sur un travail historique, a une vraie aisance et une connaissance encyclopédique. C'est très agréable, on apprend énormément de choses en travaillant avec Florentin. Toujours des choses très intéressantes, c'est vraiment super. Extraordinaire, une série soutenue par la GFIP. Je m'appelle Sylvie, je m'occupe de Mathieu depuis 4 ans. Bonjour Mathieu, ça va? Tu fais là? Moi je vais faire là. Il fait la mise en rayon, du facing, comme les autres salariés. On a trouvé une super tutrice pour accompagner Mathieu et on a fait une lettre d'information au niveau des salariés. Mathieu fait partie intégrante de l'entreprise. Je lui fais signer un contrat en CDI. Mathieu est autiste typique. Il est employé dans la grande distribution. On a adapté ses horaires. Il travaille que 2 heures par jour, de 14 à 16 heures. Il sait lire et écrire, mais il ne parle pas. Je lui explique les choses, il me comprend très bien. La parole ne pose pas de problème. Au début, c'est pas évident, mais après, on s'y habitue. Là, maintenant, c'est comme un collègue normal. L'évolution était spectaculaire. Il travaille aussi bien que ses collègues. Ça se voit dans son comportement. Il est complètement épanoui. Extraordinaire, une série soutenue par la GFIP. Si vous avez envie de voir d'autres reportages, il y en a plein sur YouTube. Il suffit de taper emploi à GFIP et vous avez toute une série de vidéos. Je voulais vous passer juste une autre petite vidéo sur le restaurant Le 21. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui connaît? Ah, pas mal. Il y a Madame Henry. Tu es où, Laetitia? Je te cherche. Qui tient un stand pour Ouais alors et pour représenter le 21. Qui est un restaurant inclusif à Rouen. Nous avons rejoint Eric, président du restaurant Le 21. Bonjour Eric, merci de nous accueillir ici. Merci à BFM. Avec plaisir. Alors, quel est le concept du restaurant Le 21 ? C'est d'employer donc 12 jeunes porteurs de handicap, donc en déficience plutôt intellectuelle, c'est soit trisomie, soit autisme, soit retard intellectuel. Et on a voulu vraiment les intégrer ici dans notre concept et via l'association Trisomie 21 Rouen. Moi, j'avais été voir un restaurant qui existait en France et on a trouvé l'idée géniale. Je suis revenu, je l'ai présenté à l'association en disant c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et parallèlement, je cherchais un établissement pour ma fille et j'avais visité pas mal d'établissements où je trouve qu'il y avait beaucoup de jeunes en devenir, mais qu'on laissait un peu sans projet. Est-ce que c'est un message pour les personnes qui voudraient trouver du travail quand on est porteur de handicap ? Oui, alors je peux vous donner des anecdotes, mais c'est vrai que on a embauché ici des jeunes qui avaient des CAP de cuisine et qui cherchaient du boulot depuis 3 ans quand même. Donc il y en a certains qui ont réussi à prendre des appartements grâce à leur travail ici. Donc on est ravis quand on est arrivé c'était l'inclusion au départ et ça leur permet aujourd'hui de rentrer de plus en plus et d'être comme tout le monde finalement. Une piscine à suivre, de sauter une cassolette.
Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur comment fonctionne le restaurant Le 21 et comment il s'est créé, vous pouvez aller voir Madame Henry. Elle m'a dit aussi de vous dire qu'ils prennent régulièrement des stagiaires. Donc si vous cherchez un stage, vous pouvez aller là-bas. Cet après-midi, Monsieur Dufresne, ex-PDG d'Andros, sera là pour nous expliquer comment il a créé l'association Vivre et Travailler Autrement. Et enfin, pour parler des dispositifs d'inclusion, dans le quotidien, certains supermarchés proposent une heure hyposensorielle où les musiques sont éteintes, les lumières sont baissées, les portes sont bloquées. Il n'y a pas de mise en rayon à ces moments-là. Bon, c'est pas tout à fait respecté. Je pense que c'est important d'aller voir les dirigeants des supermarchés et de leur demander que ce soit respecté. Je pense que si on leur dit pas, ils vont pas le faire, mais je pense que si on leur dit, ils vont le respecter. Les démarches administratives, maintenant, il y a les documents FALC, les faciles à lire et à comprendre, ça quand même, ça aide. Moi, je vous avoue que parfois, je comprends mieux en lisant ça que le vrai document. Et dans certaines mairies, maintenant, plutôt dans les grandes villes, il y a des référents inclusion. Ça, c'est plutôt une bonne chose aussi. Et un petit mot sur les logements, l'habitat inclusif. Monsieur Dupont en a parlé un petit peu tout à l'heure en inclusion. C'est une nouvelle solution de logement adapté pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Parce qu'avant, il n'y avait pas trop d'alternatives entre vivre chez ses parents ou vivre en établissement quand on n'est pas totalement autonome pour gérer toute la logistique d'un quotidien. Et donc, ces habitats inclusifs, les habitants vivent dans des espaces privatifs, mais ils ont aussi des lieux communs. Et puis, ils ont un projet de vie sociale. Et il y a une personne, un salarié, qui est là pour les aider à mener ce projet de vie sociale. Et le salarié est payé par une aide qui est versée par le département. Et les personnes qui vivent dans ces habitats payent un loyer et ont le droit aux aides au logement comme toute autre personne. Et ces logements ne sont pas à l'extérieur de la cité, ils sont implantés dans la cité. Et il y a vraiment une volonté actuellement d'en développer de plus en plus.